BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Crypto, le club. Ravi de vous retrouver. On est ensemble en direct sur BFM Business jusqu'à 15h30. On va parler de réglementation, évidemment, de fiscalité, des cours aussi, de l'actualité. L'Europe aussi va-t-elle dans le bon sens face aux États-Unis de Trump? On va poser toutes ces questions à mes invités. Laurent Auvion, président de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques, et directeur innovation et directeur développement chez DLPK. Bonjour. Bonjour. Merci d'être dans cette émission. En face de vous, Louis-Alexandre de Froissart, CEO Montaigne Conseil et Patrimoine. Bonjour. Belle tenue. Bonjour Sandra. Oui, il y a un même connu au niveau de Bitcoin et c'était important de l'incarner après Auxerre. Voilà, exactement. On va reparler d'Auxerre et de cet événement tout à l'heure avec vous. Louis-Alexandre, bienvenue dans BFM Crypto, le club. Je vous rappelle l'adresse à laquelle nous écrire, crypto@bfmbusiness.fr. On le dit pas assez souvent, mais il faut nous écrire. Mathieu, Victor, Kenny, Laurent nous ont posé plein de questions et ces questions, on les posera à nos experts jeudi. Vous savez, c'est la session questions-réponses toutes les semaines. Elle n'a pas eu lieu la semaine dernière parce qu'il y avait une spéciale BCE et on s'en excuse. Merci d'avoir posé la question, mais vos questions et réponses sont évidemment enregistrées. crypto@bfmbusiness.fr, vous nous posez vos questions, on y répond tous les jeudis entre 15h et 15h30. Messieurs, on va commencer par... commenter l'actualité, déjà, c'est cette chute. Alors, j'avais pas le droit de dire vertigineuse. Hier, je me suis fait gronder par Alexandre Stachenko, qui m'a dit que c'était pas possible, fallait garder mon optimisme. Les cours, on va regarder le cours du Bitcoin, qui est juste en dessous des $100 000, me semble-t-il, 99 000 $. C'est remonté, mais on la voit, cette chute qui a été là depuis dans le week-end. Un commentaire, Louis-Alexandre. Avant le sommet du cycle précédent, 2021, on a eu une chute de 40% d'Ethereum qui a été suivie moins de 6 mois plus tard par son plus haut historique après presque triplement du cours. Donc les vieux de la crypto, ça fait bouger une moustache sans bouger l'autre. Et après, je pense que c'est souvent une question d'opportunité pour ceux qui veulent un tout petit peu se positionner sur quelques altcoins, donc des jetons qui ne sont pas Bitcoin. Parfois, c'était l'occasion de faire des bons achats. Hier matin, de toute façon, c'est des liquidations. Liquidation, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui prennent des paris très forts, avec énormément de leviers. Et parfois, on joue un peu beaucoup. Et quand il y a une correction comme ça, eh bien, il y a des liquidations en cascade. Et ce qui fait que les liquidations en cascade amènent de nouvelles baisses. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ça ne s'arrête pas. Contrairement à un marché boursier normal où nous aurions eu des suspensions de cours, ce que nous n'avons pas sur les cryptos. Oui, ça ne s'arrête jamais. Et ça baisse beaucoup le week-end. Enfin, ça arrive souvent le week-end. Ça peut, en tout cas. Ça peut. Il n'y a pas de rupture. Laurent? Oui, nous. Alors, je rejoins Louis-Alexandre. Effectivement, ça frémit, on va dire, ça reste volatile. Nous, ça nous conforte aussi dans l'idée d'une certaine forme de prudence quand on s'attaque au marché des actifs numériques, quand on est investisseur, et de la nécessité d'être accompagné, parce que là, on l'a vu, ça se passe le week-end, ça se passe la nuit, c'est compliqué d'être systématiquement derrière ces écrans, et il existe en France de nombreuses solutions qui permettent de travailler avec des gérants dont c'est le métier d'être derrière leurs écrans et de travailler les positions. Quand on dit travailler les positions, c'est quand un bitcoin tombe à 93 000 $, c'est une opportunité de rentrée. Quand certaines altcoins font moins 40%, ce sont aussi des opportunités de rentrée. Par contre, elles sont extrêmement courtes dans le temps et donc il faut vraiment être bien positionné. Donc deux choses, prudence et ne jamais hésiter à se faire accompagner par des gens dont c'est le métier et des spécialistes du sujet. Toujours, effectivement, et vous l'avez dit, ça dure très peu de temps. On est déjà reparti quasiment à 100 000 $. C'est vrai que c'est important de le dire, mais la volatilité fait partie de la définition même, de toute façon, de ces sujets-là et de ce secteur. Et c'est un des intérêts quand on investit dans les cryptos, effectivement. On va parler d'actualité. Les détenteurs fortunés de crypto-monnaies qui ne seront pas concernés par l'impôt sur la fortune improductive dans le cadre du projet de loi de finances 2025. Qu'est-ce qu'on en pense? Ils l'ont échappé belle, finalement, les détenteurs qui avaient beaucoup de cryptos, Laurent? Alors, je sais pas qui l'a échappé belle. Oui, c'était cet impôt sur la fortune improductive qui est quand même. Alors, j'ai pas vu dans le code monétaire et financier ce qui était qu'un actif improductif. Oui. Ça fait partie des choses. Pourquoi les cryptos seraient improductives et pas d'autres? Alors ça, c'est un débat important. Ça me paraît nécessaire et en tout cas sur
la DAN, on s'était clairement positionné sur plusieurs papiers. On avait défendu, nous étions vent debout contre à la fois l'idée d'un impôt improductif et l'idée d'associer les actifs numériques à cette notion. Ouais. Donc plutôt une bonne nouvelle. Et je rappelle que aujourd'hui la détention de crypto se fait, est en dehors de l'impôt tant qu'on revient pas en fiat. Donc il n'y a pas nécessité à aller taxer quelque chose qui reste, on l'a vu, très volatile. On prend la photographie à quel moment, quand ça a fait moins 40% dans la journée ou quand c'est en haut, ça aurait été extrêmement délicat à mettre en place. Et je pense en plus que c'est un absolu repoussoir pour les personnes qui détiennent un certain nombre de cryptos et qui auraient pu se dire je vois pas l'intérêt de rester ici. Complètement dangereux pour le secteur. Effectivement, hein, les détenteurs fortunés auraient été contraints d'être taxés sur leur plus-value latente, donc sans réaliser de vente. Là, c'est complètement contradictoire avec ce qu'on veut essayer de faire en Europe. Et contradictoire avec la détention de long terme. On explique, nous, que c'est un actif qu'il faut détenir sur le long terme. Et donc, ça me fait penser à une phrase de Desproges qui disait que les politiques modernes renomment les choses pour éviter les problèmes en appelant un chat un chien. Et c'est à peu près ça, ce type de nouveaux termes qu'on va trouver pour essayer de lever un impôt supplémentaire. Les politiques et les institutions, d'ailleurs, ça m'évoque cette question. Deux salles, deux ambiances. Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine, qui se tourne vers les cryptos. Les banques sont parfaitement capables de servir les clients crypto tant qu'elles peuvent comprendre et gérer les risques. Nouvelle position, nouveau positionnement de Jérôme Powell. On va commencer par commenter cette nouvelle posture, Alexandre. Qui va un peu dans le sens de l'histoire. Hein. Il ne faut pas oublier que les États-Unis ont commencé avec les dérivés, marché des dérivés ouvert le 1er janvier 2018. Ils ont qualifié donc Bitcoin, par exemple, de matière première. Donc, on a eu les ETF au début d'année dernière, 2024. Donc je pense qu'on va dans le bon sens et c'est factuel. Hein. Aujourd'hui, les banques, je pense, savent s'appuyer sur les bons prestataires pour conserver les cryptos. Et moi, ça me poserait pas de problème particulier que les banques en France proposent ce service. Bon, ils le proposent pas. Ils vont même nous mettre dehors de chez eux quand on le propose. C'est bon, soit. Eh ben, on va le chercher, soit en France sur quelques acteurs régulés, mais malheureusement de plus en plus, on va le chercher à l'étranger. Oui, parce que justement, je disais deux salles, deux ambiances. Christine Lagarde, elle est bien restée campée sur ses positions. La patronne de la BCE, hein, qui ne veut pas du risque lié finalement aux cryptoactifs et à Bitcoin. Oui, alors là, on reste pour le coup dans le sens de la non-histoire, c'est-à-dire que effectivement, l'Europe ne change pas de position et en tout cas de point de vue à l'égard de Bitcoin, qui serait donc illiquide, pas sûr et pas sécurisé. Je crois que ça a déjà été débattu sur qui finance le crime, et qui finance l'euro. Alors que l'euro, ne finance pas le crime. Alors que l'euro et le dollar ne sont utilisés que par des associations caritatives, c'est bien connu. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Et c'est dommage parce qu'un des points, vous savez que tous les ans, avec la DAN, on produit une étude sur l'adoption des cryptos en France et en Europe. On fera une mise à jour de cette étude, on la publiera d'ici fin mars. Et un des chiffres qui avait très fortement interpellé les acteurs traditionnels et les banques, c'était que 40% des interrogés se disaient je serais prêt à changer de banque si ma banque ne me propose pas d'actifs numériques. Ça, c'était l'étude d'il y a 2 ans. Pas grand-chose a changé depuis. Il y a eu des annonces qui ont été faites, notamment du côté de BPCE qui a annoncé qu'elle proposerait très bientôt à ses clients retail, donc le grand public des actifs numériques. Je suis très curieux de voir l'évolution de ce chiffre-là et l'évolution dans l'année qui vient des positions des banques françaises. Mais ça va dans le sens de l'histoire. Comme l'a dit Louis Alexandre, de plus en plus de Français souhaitent détenir des cryptos. Si ça se fait pas au travers de leur banque traditionnelle, de nombreux acteurs sont ravis de les accueillir. Je vous sens un peu agacé sur les positions et sur ce qui se passe un petit peu en Europe en ce moment, Laurent et Louis Alexandre. Mais bon, on va y revenir. Cette dernière actu, le président américain Donald Trump, qui pourrait gracier l'ex-patron de la bourse crypto FTX, Sam Bankman-Fried. Ça pose plus généralement la question de sa façon d'agir par rapport au secteur, ce qu'il fait depuis qu'il est investi. Est-ce que ça a des chances d'aboutir, d'après vous, Louis Alexandre, puisque est-ce que c'est une bonne façon
façon de prendre les choses. Je ne pense pas que ça soit le meilleur qui puisse arriver, puisque on a FTX qui est quand même dirigé par quelqu'un qui a largement piqué dans la caisse, pour lui et pour les autres, puisqu'il a arrosé intelligemment républicains comme démocrates, à peu près autant de chaque côté. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'avoir la punition, la correction qui mérite. Il ne faut pas qu'il y ait deux régimes, un régime pour les citoyens extraordinaires et pour les citoyens lambda. S'il y a eu des choses qui sont condamnables chez FTX, il doit être condamné, point. Comme d'ailleurs Silk Road, on a le patron de Silk Road qui a été libéré. Bon, et comme le fils Biden, je pense qu'il y a des moments où on a des gens qui sont libérés. Ce n'est pas du tout un bon signal pour la population, qu'il s'agisse de républicains ou de démocrates. C'est pas un sujet de couleur politique. Il y a la fraude et puis après il y a l'époque qui change. Pour le coup, c'est pas exactement le même dossier, mais bon, effectivement, ça pose la question d'éthique et de justice. Laurent. Je vais rien ajouter. FBX est un escroc notoire. Il a arnaqué et fait perdre des sommes considérables à un certain nombre de personnes aux États-Unis, en France et dans le monde. Très objectivement, je vois aucune raison valable de le gracier. Non, je suis pas. Il n'y a pas de débat là-dessus. Non, il n'y a pas de débat. Je vois pas l'intérêt de le faire. Non. On va réagir à présent, après ces actualités, sur ce qui se passe depuis le début de l'année, l'arrivée de Donald Trump et ce constat que des deux côtés de l'Atlantique, on a l'impression de prendre des chemins totalement opposés. On rappelle que l'ADAN, c'est l'Association pour le développement des actifs numériques. Ça recouvre aujourd'hui combien d'entreprises en France L'ADAN aujourd'hui, c'est un petit peu moins de 200 membres en France et en Europe. Alors dans ces 200 membres, il y a un gros tiers qui sont des cabinets d'avocats spécialisés qui accompagnent nos membres et qui accompagnent le secteur de manière très large. Et ensuite, il y a une répartition dans la représentation des membres entre des acteurs historiques, PSAN, des membres de la DeFi, des acteurs plus récents qui travaillent autour des sujets notamment de tokenisation, d'identité numérique, de finances décentralisées et autres. Et puis de plus en plus d'acteurs qu'on va qualifier d'institutionnels, DLPK en fait partie. On peut citer SG Forge, on peut citer BPCE, on peut citer le Crédit Mutuel Arkea, on peut citer Mastercard. Enfin, il y a un certain nombre d'acteurs qui rejoignent l'association et ce sont des acteurs qui entraînent avec eux le mouvement d'adoption et les synergies et la convergence entre les différents acteurs plus récents, très crypto, et puis des acteurs un peu plus anciens comme les grandes banques françaises. Alors, ce qui m'amène à vous poser cette question, c'est quoi votre agenda pour les 2 prochaines années ou même pour 2025 à l'ADAN? On voit ce qui se passe aux États-Unis, cet allègement, en tout cas la volonté d'alléger la réglementation aux États-Unis, la volonté de créer une réserve de Bitcoin, d'aller dans le sens des acteurs du secteur, et nous, de notre côté, ces nouvelles réglementations auxquelles il faut répondre. Qu'est-ce que ça vous inspire et quel va être votre travail à l'ADAN dans les prochains mois? Alors, pour nous, il y a plusieurs choses. On a, du côté de l'ADAN, nous avons toujours été aux côtés des institutions, des autorités de contrôle et de régulation et de contrôle, pour accompagner toutes les réflexions qu'il pouvait y avoir autour des différents statuts, que ce soit PSAN, etc., etc. Donc, nous avons toujours, et l'ensemble de nos membres, été plutôt partisans d'une réglementation claire, française et européenne, pour éviter des distorsions de concurrence entre la France et l'Allemagne, entre eux, etc., etc. Ça, c'est ce qui a fait l'objet de MiCA. C'est une très bonne chose, c'est une excellente chose. Ça clarifie le marché européen. Et puis au moment où ça clarifie le marché européen, vous avez de l'autre côté de l'Atlantique quelqu'un qui arrive et qui dit non mais moi je vais tout libéraliser, on va faire complètement différemment, etc., etc. Le problème que ça pose, c'est pas tant ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'à la limite ça regarde les États-Unis, c'est que ce qui va se passer aux États-Unis, ça va permettre à certains acteurs d'engranger un certain nombre de bénéfices et de moyens pour venir s'installer en Europe et concurrencer des acteurs qui sont stricto européens, voire français, et qui eux n'ont pas ces relais de croissance et de développement dans d'autres juridictions. Et là, ça crée une vraie distorsion de concurrence. Si on ajoute à ça, je vais reprendre un petit peu. Sur ma première prise de parole au moment des 5 ans de la DAN il y a quelques jours, j'avais expliqué un peu l'odyssée du PSAN. Un PSAN, globalement, il s'est créé à la fin des années 2010. Il a vu arriver la loi de Pacte. Il s'est dit super, j'ai la loi de Pacte, je vais pouvoir avoir un CRAD. On lui a dit il va falloir que tu t'enregistres. Après, il va falloir que tu t'agrées. Il va falloir que tu travailles avec des PSP. Il va falloir que tu deviennes peut-être agent de PSP. Il va falloir que tu fasses
tu regardes si sur les sujets de monnaie électronique, si tu n'as pas les sujets, etc., etc. Et en plus d'être PSAN, il va falloir que tu te conformes à RGPD, à MICA, à DORA, à JONUM, à FIDA, à la DSP2, DSP3, DSR. Il va falloir que on entend parler de MICA 2 en permanence, et tes interlocuteurs, ça va être certes la DAN, mais ça va aussi être en France l'AMF et la CPR, les politiques, et au niveau européen, l'ESMA, la BCE, etc. Enfin, ça devient complètement délirant, et c'est vraiment une odyssée. Notre agenda à nous, il est plutôt de dire, OK, il y a un cadre qui a été fixé, qui est clair, tout le monde s'accorde pour dire qu'il est clair. Maintenant, il faudrait commencer par faire rentrer les acteurs dans le cadre. Malte l'a fait. L'Allemagne l'a fait. On a des acteurs qui sont agréés MICA dans ces deux juridictions. Je ne crois pas que nos autorités qui délivrent ces agréments aient quoi que ce soit à envier en termes de ressources, en termes de lecture des textes, en termes de positionnement à Malte ou à Berlin pour ce qui est de l'Allemagne. Donc, on attend effectivement des acteurs qui jouent le jeu depuis que la loi Pacte existe, ça fait 5 ans maintenant, qui accompagnent, qui se conforment aux différentes règles, qui font toutes leurs déclarations, etc., etc., et qui aujourd'hui voient débarquer via Malte des acteurs qui ont fait fortune dans d'autres juridictions, encore une fois. Je ne dis pas que Malte fait mal son travail, c'est pas du tout mon propos, la réglementation est strictement la même. Mais ces acteurs ont obtenu leur licence dès le mois de janvier, et nous on attend toujours en France de pouvoir obtenir ces licences et ensuite aller opérer dans l'ensemble des pays européens. Donc, ce que nous attendons à très court terme, c'est qu'effectivement les premières licences MICA soient délivrées en France et qu'ensuite, attention à ne pas venir rajouter de la réglementation à la réglementation, le fameux mur réglementaire dont on parle. J'en ai déjà cité un certain nombre. Il ne faudrait pas qu'il y en ait de nouvelles qui viennent nous embêter. Oui, Alexandre, quel est votre sentiment ? Eh bien, que je partage totalement. Je dirais qu'une fois qu'ils ont fait des gros bénéfices aux États-Unis, ils arrivent en Europe et avec leurs millions et leurs centaines de millions, ils font changer la réglementation. On a déjà vu ça. Nous, en tant que conseil, nous faisons partie des quelques-uns qui ont activé la clause dite de grand-père. C'est-à-dire pour continuer à faire du conseil en 2026, eh bien, nous sommes déclarés fin 2024 pour déposer un dossier dans le courant de 2025 pour être PSAN conseil. Et là encore, on peut dire que c'est quand même, pour un conseiller en gestion de patrimoine, un sacré parcours du combattant. Oui, c'est bien de le dire, effectivement, sur le terrain, que ça donne ça en ce moment, et que 2025, ça va être quoi, une année charnière où ça va se décider, l'avenir, finalement, de Bitcoin et des cryptoactifs va se décider en Europe. Mais chez les conseillers en gestion de patrimoine, c'est très simple. Si vous regardez la loi telle qu'elle est faite, c'est fini. De manière indépendante, il y en a 5 en France qui ont choisi de donner du conseil en crypto. Là, on a vite fait le ménage. 5 sur 4000. Ouais. Donc c'est terminé. Effectivement, pour les CIF, à partir depuis le 1er janvier, il n'y a plus de possibilité de donner des conseils sur cet aspect-là. Ça veut dire qu'il n'y a plus de relais de croissance, de communication et d'accompagnement pour les PSAN chez les acteurs traditionnels. Donc oui, c'est un sujet. Et du côté des PSAN, il y a à peu près 120 PSAN aujourd'hui. On sait que la marche réglementaire pour aller chercher l'agrément MICA, mais ça, encore une fois, ils ne le découvrent pas le 1er janvier. C'est quelque chose qui était dans les tuyaux depuis très longtemps. Mais oui, il va y avoir de la casse. Mais ça, à la limite, c'est le marché. C'est pas forcément un sujet. Mais il devrait aussi y avoir des regroupements pour pouvoir aller chercher cet agrément et pour pouvoir continuer à exercer en France et ensuite pouvoir se développer en Europe. Ouais, c'est pour ça que je vous sentais moyennement optimiste quand même tout à l'heure dans le discours. C'est optimiste, de nature, on est sur un secteur innovant, avec beaucoup d'entrepreneurs. L'optimisme reste la règle. C'est juste que de temps en temps, on a des petits bâtons qui viennent se positionner dans les roues. On n'en a pas forcément besoin pour développer nos business. C'est juste ça. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout libéraliser comme aux États-Unis, certainement pas. Mais dans le cadre, cadre qui a été donné, allons-y. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, un acteur français ne peut toujours pas opérer en Belgique, en Allemagne, etc. Il faut un cadre. On est d'accord qu'il faut un cadre. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. On a besoin d'un cadre et on était très content d'avoir un cadre. Après, aujourd'hui, on rajoute des couches et sur lesquelles on se rend compte en plus que l'Europe n'est pas forcément toujours d'accord avec ce que fait la France. Parce que récemment, l'ESMA est venu taper sur les mains de la Commission et en disant que notamment qu'il y avait des choses qui étaient prises en France qui allaient au-delà de l'esprit de la loi. Donc à un moment donné, calmons-nous, allons à l'essentiel, la protection du consommateur final, de l'investisseur final. C'est ça qui compte. Ouais. Et même dans sa compréhension, ça n'arrange rien, évidemment, toutes ces réglementations, ça ne va pas forcément lui servir non plus. Encore une fois, dans l'étude sur l'adoption, on pose la question aux investisseurs, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un PSAN ? Est-ce que vous avez entendu parler de MICA ?
c'est zéro. Enfin, c'est pas, voilà, il y a aussi un travail de communication et de publicité à faire autour de ces sujets-là. Un autre sujet, le minage. Vous vouliez parler de ça, Louis-Alexandre. Tout le monde veut miner du Bitcoin. C'est nouveau, ça ? Alors, que tout le monde veuille en miner, c'est nouveau. Par contre, de plus en plus de gens veulent en miner, il faut comprendre pourquoi. Alors d'abord, l'état de l'art aujourd'hui. Habituellement, quand on divise par 2 la récompense des mineurs tous les 4 ans... C'était en avril dernier. Voilà, 19 avril l'année dernière, le halving. À ce moment-là, il y a une baisse de récompense. Donc la plupart du temps, le nombre de mineurs ou de machines qui continuent à miner baisse. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est moins rentable pour un certain nombre d'entre eux. Cette année, ça n'a pas été le cas, puisqu'aujourd'hui, on est globalement 7-8 mois après cet événement et on a 30% de puissance en plus sur le réseau. C'est-à-dire qu'on a globalement augmenté de 25% le nombre de machines sur le réseau. Il y a de plus en plus de monde qui veut miner. Alors ça, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a de plus en plus de monde. Eh bien, parce que d'un côté, vous avez en même temps, en 2024, les ETF, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont des produits collectifs qui permettent d'acheter du Bitcoin à moindre prix et qui ont été mis en place par toutes les grandes banques. Et eux, ils sont en train d'assécher tous les Bitcoins qui sont présents sur les différents échanges. Ce qui fait que maintenant, ces gens-là disent, il faut aller chercher les Bitcoins à la source. La source, c'est où ? Eh bien, c'est chez les mineurs. Et donc, les mineurs se retrouvent de plus en plus courtisés pour payer leur bitcoin, pour acheter leur bitcoin, quelquefois même un petit peu plus cher que le prix. Et donc, c'est à cette source-là. Donc, certains se disent, tiens, si demain les ETF viennent m'acheter mes bitcoins, moi aussi, je peux me mettre à en miner. Et c'est ça qui fait ce déséquilibre, puisqu'on a des flux constants d'investissement dans les ETF, et de l'autre côté, une source qui se tarit. Donc, on va là où on crée les bitcoins, et là où on crée les bitcoins, c'est le minage. Ce que vous dites, c'est qu'il y a des enjeux aussi géopolitiques là-dedans. Il y a des enjeux géopolitiques très importants, parce qu'on a beaucoup parlé des États-Unis à cette table, mais de l'autre côté, on se retrouve au niveau de la guerre froide. La géopolitique, nous, on le sentait venir en mars l'année dernière, où la Russie n'avait pas véritablement, fait son coming out sur le mining. C'est arrivé dans le courant de l'été, avec une première communication en août, puis en septembre, puis en fin d'année. Poutine a à 3 reprises parlé du minage. Il a dit que la Russie était l'endroit parfait, notamment la Sibérie était l'endroit parfait pour miner. Aujourd'hui, on sait qu'à peu près 13% des bitcoins au niveau mondial sont minés en Russie, sur le territoire russe. Et là, on a une annonce encore très intéressante, parce qu'il y a eu des décrets qui étaient... On a dit, là, en janvier, Monsieur Poutine interdit le minage. Non, il interdisait le minage dans les régions qui sont déficitaires en énergie. Oui. Donc, c'est vraiment une gestion, la russe, quoi. Je gère une stratégie globale au niveau du pays. Et donc là, l'un des plus gros intervenants, qui s'appelle Rosetti, qui gère 660 gigawatts de puissance, a dit, écoutez, nous on est présent dans 75 régions russes et on va structurer notre efficience. On sait tous que les réseaux à des moments ont de l'électricité non consommée. Et c'est là où on mine le Bitcoin, sur de l'électricité non consommée, ce qu'on appelle les extra-capacités. Et les Russes ont beaucoup d'extra-capacités sur leur réseau, et donc ils vont augmenter leur capacité de minage. Ils l'ont annoncé sur l'agence TASS il y a à peu près, c'était la semaine dernière. Donc ce qui veut dire qu'on se retrouve avec 3 pôles de minage, qui sont la Russie, la Chine et les États-Unis, les 3 pôles les plus importants. On se retrouve dans une guerre commerciale, une guerre stratégique du Bitcoin. Et c'est pour nous des éléments très importants pour la continuité de la valorisation, parce qu'aujourd'hui c'est le minage, mais demain, vous verrez, ça sera sûrement une réserve de change. Je l'ai dit en fin d'année dernière, mais je pense que c'est l'étape d'après. C'est hyper intéressant. Vous avez dit 13% minés en Russie. C'est combien en Chine et aux USA ? Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on a... Alors c'est toujours pareil, on fait des analyses avec les adresses IP, donc c'est pas toujours très réel, parce qu'en fait, il y a des gens qui veulent pas qu'on sache qu'ils minent en Chine. Donc parfois, on trouve des adresses de minage en Allemagne. Mais globalement, retenez qu'il y a autour d'un tiers aux États-Unis, autour d'un tiers en Chine. Et je pense que les Russes sont gentiment en train de monter vers les 20%. Voilà. Et après, le reste, vous allez retrouver un peu du Kazakhstan, vous allez retrouver l'Afrique. Beaucoup de minage en Afrique. Beaucoup de minage en Afrique. Et puis un petit peu en Amérique du Sud. Est-ce qu'on peut se dire, moi j'aimerais bien miner du Bitcoin ? Oui. Alors, pour miner du Bitcoin, Bitcoin, sacrée puissance de calcul. Il faut une machine dédiée. Ouais. Il faut pas en France et pas en Europe. Notre électricité est beaucoup trop chère. Il faut de l'électricité pour que ça soit rentable, qui soit entre 7 et 8 centimes maximum. Et idéalement, c'est bien quand vous êtes dans un pays qui a des extra-capacités. La France a des extra-capacités, mais l'électricité est trop chère. Donc vous allez vous adresser à un spécialiste français, il y en a 5 ou 6, qui vont vous vendre une machine, qui vont la faire travailler pour vous dans un pays de votre choix. Ouais. Vous pouviez parler d'Auxerre à ce niveau-là.
Alors, à Auxerre, on a trouvé, il y avait notamment 3 d'entre eux qui étaient présents et qui proposaient de miner. Pour vous donner une idée, on a de l'Islande, du Canada, bon, un peu des États-Unis, on a un petit peu de Paraguay, peut-être de l'Éthiopie, et puis des projets, peut-être proches d'entre nous, puisque la Finlande est en train de devenir le pays européen où on pourrait miner. Le côté on peut miner grâce aux renouvelables, est-ce que ça peut faire un argument qui fait que le minage viendra en Europe, Laurent, très vite? Alors, pour que ça revienne en Europe, il faudrait un petit peu plus que ça, parce que comme l'a dit Louis-Alexandre, les tarifs sont réglementés, pilotés, c'est difficile de faire baisser les prix. Mais maintenant, oui, dans une vision européenne, on sait qu'il y avait eu un débat sur la preuve de travail et la volonté de l'interdire en Europe il y a quelques années. Dieu merci, ça a été à nouveau dépassé grâce au travail de chacun. Oui. Maintenant, oui, on minera pas des bitcoins sur du gaz ou du pétrole en Europe. Enfin, ça passera pas. Et de toute façon, ça ne serait pas rentable. Donc oui, ce serait sur du renouvelable. Est-ce que les capacités renouvelables en Europe continentale seront suffisantes? C'est vrai que des pays comme la Finlande, la Norvège, l'Islande ont des capacités de géothermie, de barrages et autres qui sont bien plus importantes. Et ça permet effectivement de miner du bitcoin de manière efficiente. Ça passe beaucoup trop vite les émissions avec vous, messieurs. Je voulais vous passer ce sonore, cette interview. Vous allez voir et je vous fais réagir derrière. Je savais que c'était une possibilité. C'est des choses auxquelles on réfléchit. Je ne pensais pas que ça allait arriver à David. J'avais plusieurs hypothèses. Je pensais surtout que ça pouvait arriver à moi. Je pensais qu'on pouvait venir chez moi faire un homejacking. Donc, j'avais mis en place des protocoles, des sécurités par rapport à ça. Mais je n'avais pas envisagé l'enlèvement d'un proche de cette manière. Et la première chose que je me suis dit, en réfléchissant plus par rapport à ma vie, c'est que, OK, il y aura un avant et un après. Et qu'il faudra prendre des mesures, des précautions pour faire en sorte que ça puisse plus arriver. Vous l'avez reconnu, c'est Éric Larchevêque, interviewé par Hebdocom, notre émission sur BFM Business. Patron de Ledger, qui est revenu sur l'enlèvement de son ami et associé David Ballan il y a 2 semaines. Interview à retrouver sur notre site dès aujourd'hui, BFM TV et BFM Business. Évidemment, ça a posé question, cette affaire de la sécurité des détenteurs de crypto. Laurent Ovion, peut-être un conseil ou un constat? Ça pose la question de la sécurité de tout citoyen qui est exposé médiatiquement sur quelque sujet que ce soit. Après, ça a aussi mis un éclairage, et là encore en termes de pédagogie, c'est quelque chose de très important, que aller dérober des bitcoins, c'est pas la même chose comme jacker un véhicule ou une télé ou du cash dans une maison. C'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est très bien qu'on ait pu faire ce travail de pédagogie aussi, en espérant évidemment que ça dissuade d'autres acteurs de retenter l'expérience. Oui, ça c'est clair. Évidemment, interview à retrouver en intégralité sur notre site. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Louis-Alexandre Froissart, Laurent Ovion, d'être venus dans BFM Crypto, le club. Vous reviendrez? Oui, on reviendra, surtout si on est invité. Ah oui, vous êtes invité, évidemment, en permanence. Regardez aussi notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Vous nous écrivez, vous nous posez vos questions, même les questions les plus basiques sur votre accession au Bitcoin et aux crypto-actifs. On répond à vos questions le jeudi, tous les jeudis. Vous nous écrivez, évidemment. Passez une très bonne journée sur BFM Business. Je vous laisse entre les mains de Guillaume Semerer. C'est BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.